Bonjour. Alors, je vais continuer à donner les solutions des exercices de la série de travaux dirigés numéro 1. Nous avons donné déjà 5 solutions d'exercices, numéro 1 jusqu'à 5, puis aujourd'hui nous allons voir la solution de l'exercice 5 que vous voyez ici. Donc voilà une première question. Montrer que cette relation définit un produit scalaire sur l'espace des fonctions de classe C1 d'un intervalle AB vers C. Regardons la solution. Alors, cette relation définit un produit scalaire, ceci est bien connu, sur l'espace des fonctions continues. Qu'est-ce qu'il faut voir pour un produit scalaire? La linéarité. Donc en F, si vous mettez F1 plus F2, vous aurez donc le produit scalaire de F1G plus F2G. Si vous mettez un lambda, également, le produit scalaire lambda Fg, c'est le lambda fois le produit scalaire de F avec G. Avec cette notation, donc ce produit scalaire est bien connu, facile à vérifier que c'est un produit scalaire sur cet ensemble. Alors, la relation que nous avons ici n'est autre que ceci. Ce Fg qui est défini dans la question numéro 1, que vous voyez ici, est en fait le produit scalaire que j'ai noté indice 0 de F avec G plus le produit scalaire de F', G', indice 0 également. Et F', G', F et G sont toutes des fonctions dans cet espace C de AP, où ceci est un produit scalaire. Donc ici, grâce à cette relation, il est clair que nous avons la linéarité par rapport à la première position. Et si vous mettez Fg avec bar, c'est-à-dire le conjugué, vous trouvez Gf, produit scalaire Gf, et puis c'est défini positif puisque Ff ce sera donc l'intégrale de module de f au carré plus l'intégrale de f' module au carré, c'est positif. Et si c'est nul, ça ne peut être que f égale 0 et f' égale 0, mais déjà f égale 0, ça veut dire que c'est l'élément nul. Donc nous avons bien un produit scalaire sur l'intervalle, sur l'espace des fonctions de classe C1 sur l'intervalle AB à valeur dans C, grâce à cette relation produit scalaire connue. Bon. Deuxième question, montrer que quel que soit f, nous avons cette relation. Bon. On voit bien clairement que ceci, c'est le produit scalaire, ce produit scalaire de f avec la fonction cosinus majorée. Donc on pense, comme l'énoncé l'indique, à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Effectivement, donc cette relation, c'est le module du produit scalaire de f avec cosinus. Donc cosinus est lui-même un élément de cet espace-là. Donc c'est inférieur au produit à la norme de f. La norme de f, je vous rappelle, c'est produit scalaire de f avec f, et la norme de cosinus. Donc produit scalaire, norme de cosinus. Alors si on voit qu'est-ce que c'est que la norme de cosinus, ça c'est quoi? Ça c'est produit scalaire de f avec f lui-même. Alors si vous mettez cosinus à la place de f, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous trouvez cosinus carré plus sinus au carré. Donc l'intervalle de moins pi à pi, c'est 2pi. Et la racine va nous donner racine de 2pi. Et pour le produit scalaire de f, c'est ça. Je viens de le dire que c'est ça. Donc nous avons bien cette relation qui n'est autre que le module de f, produit scalaire de f avec cosinus, est inférieur à ça grâce au produit, à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Une troisième question, petit a ici, calculer cette intégrale pour m et n quelconque dans z. Voici cette intégrale, nous calculons. Évidemment, nous allons distinguer deux cas. Si m égale n, donc ceci c'est 1, exponentielle de 0 c'est 1, et l'intégrale de 1 entre moins pi et pi, ça nous donne 2pi. Voilà. Si m est différent de n, cette intégrale de cette fonction complexe, on peut la chercher sa primitive, la voici, et remplacer entre moins pi et pi. Bon, alors sachant que exponentielle i k pi, c'est moins à la puissance k,
Hein, ici, K c'est n-m. C'est sinus de Kpi qui est 0 plus, pardon, c'est cosinus de Kpi qui est moins 1 à la puissance K plus I sinus de Kpi. Sinus de Kpi est toujours nul si K appartient à Z. Donc, ceci est moins 1 à la puissance K. Si bien que ici, quand vous remplacez, vous allez avoir moins 1 à la puissance n-m moins lui-même. Parce que exponentielle d'IN moins M et exponentielle exponentielle de I n moins n pi et l'exponentielle de I n moins m moins pi, ça donne la même chose, ça donne moins 1 à la puissance n moins m. Et donc nous aurons 0. Je répète, pour k égale n moins m, que vous mettiez pi ou moins pi, vous trouvez la même chose. Moins 1 à la puissance k. Bien. Donc, ceci est nul. Alors, ça, c'est la question 3a. Montrez. Alors, maintenant, on définit cette famille. Gn défini par ça. Alors, ce facteur est ajouté pour normaliser cette famille. Nous allons montrer qu'elle est orthonormale en utilisant l'inégalité précédente. Orthonormal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que orthogonal, c'est-à-dire le produit scalaire de Gn avec Gm, si n est différent de m, ce sera 0. Et si n est la norme de Gn, c'est-à-dire produit scalaire de Gn avec lui-même, on va trouver que c'est 1. Effectivement, regardons la solution. Je calcule Gn avec Gm, et donc je vais voir que c'est nul si n est différent de m, et 1 si n égale m. Alors voilà la définition du produit scalaire comme c'est donné dans l'énoncé. Maintenant, quand vous remplacez Gn par sa valeur ici, il y a ce facteur qui va sortir. Ici, il y aura ça multiplié par ça qui sort. Et de la même manière ici, ce facteur reste toujours. Donc, si bien que je ne garde ici que les numérateurs. Et le numérateur, c'est quoi? C'est exponentielle INX. Mais avec le conjugué, ça devient ici exponentielle moins IMX. Et quand je dérive exponentielle IN, il va sortir un IN. Donc, la dérivée de ça, c'est IN, EINX. Mais là, c'est la dérivée, la même dérivée pour M et la conjugaison. Donc, quand vous faites la conjugaison, IM devient moins IM, et ici, exponentielle IM devient moins exponentielle moins IM. Donc, voilà ce qu'on a pour ça, ça donne ceci. Et ça donne ça. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a ce facteur exponentiel IN moins M que l'on peut mettre en facteur. Et qu'est-ce qui nous reste? 1, I par moins I, c'est 1. Il nous reste 1 plus NM, qui est une constante que je vais sortir de l'autre côté. Et donc, j'obtiens l'intégrale que j'ai calculée précédemment. Et par conséquent, ce produit scalaire égale 1 si n égale 1. Alors, pourquoi égale 1? Parce que si vous mettez n égale m, ici, qu'est-ce que vous obtenez? On a dit qu'on obtient. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On a obtenu 2pi. 2pi, d'accord. Donc 2pi qui va s'annuler avec 2pi. Et ici, vous aurez 1 plus n2. Pourquoi? Parce que m égale n, n2. Sur m racine de 1 plus n2, 1 plus n2. Donc ici, on obtient 1 plus n2 sur 1 plus n2. Donc ça fait 1. Le tout, c'est 1. 1. Voilà. Et par contre, si n est différent de 1, alors là, c'est plus facile. Ceci égale 0, d'après la question précédente. Donc, le produit scalaire est nul, sans s'intéresser de cette constante. Constante fois 0. Voilà, donc cette famille est bien orthonormale, puisque chaque élément est orthogonal avec un autre s'il est différent, donc s'ils n'ont pas le même indice. Et norme de Gn, qui est Gn produit scalaire avec la racine, ça donne 1. La famille est orthonormale. Alors, tout ça, c'est des petits calculs. La question la plus intéressante ici, c'est ça.
une famille que nous allons, cette famille que j'ai notée S, la famille des Gn, on va montrer, donc quelle est la question? Alors, montrer que cette famille, donc que j'ai notée grand S, n'est pas une base orthonormale. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une base orthonormale? Ou ce que l'on appelle aussi une base hilbertienne. C'est une famille, alors on dira que W est une base orthonormale, pardon, on dira que grand B est une base orthonormale dans un espace de Hilbert si c'est une famille orthogonale, orthonormale et totale. Alors, totale, ça veut dire que la famille engendrée, ça veut dire que l'espace vectoriel engendré par cette famille est dense dans l'espace pré-hilbertien en question. Alors, ce que nous allons montrer, nous avons évidemment étudié les familles orthonormales, défini une base hilbertienne, et nous avons un résultat que nous avons vu dans le cours. Si E est un espace hilbertien, si une famille est inclue dans E, alors X est total implique l'orthogonale de X est nul. Et si l'espace est de Hilbert, alors ici on a une équivalence. Si E est un Hilbert, ce qui veut dire il est un pré-hilbertien complet, alors X est total si et seulement si X orthogonal égale 0. Ici, on a besoin simplement de l'implication pour arriver au résultat. Je répète, dans un espace pré-hilbertien, si une famille est totale, alors forcément, son orthogonal est réduit à l'élément neutre de cet espace. Alors, nous allons donc montrer que cette famille W. Alors, la première question, la question numéro 4, bon, d'abord, il y a peut-être deux questions là-dedans. Hein. Prouver que la fonction GCSH est orthogonale à W. Ça, c'est la première question. Ensuite, montrer que cette famille G, famille que j'ai notée grand N, n'est pas une base orthonormale. D'abord, SH est orthogonale à W. Il suffit de calculer le produit scalaire SH avec un élément de cet ensemble. Alors, cet sous-ensemble, c'est quoi? C'est les éléments de classe C1 qui ont la même valeur sur les extrémités de l'intervalle. Très simple à définir. Évidemment, c'est un sous-ensemble de C1 de moins pi à pi. Calculons donc le produit scalaire de f avec g, cet élément SH. Alors voilà la définition. Ici vous avez SH avec le conjugué, mais SH est un réel. Comme l'intégrateur c'est un réel, donc le conjugué n'apparaît pas parce que c'est égal à lui-même. Et sa dérivée, c'est CH, également avec le conjugué, mais comme c'est un réel, on ne va pas de conjuguer, c'est L égal à lui-même. Bon, alors dans cette intégrale, il y a deux intégrales. La première, je la fais écrire ici, telle quelle, mais celle-là, j'utilise une intégration par partie, qui donne ceci. Et donc, cet élément va éliminer celui-ci. Et il reste simplement ça, qui veut dire la valeur de FCH en pi, moins la valeur de FCH en moins pi. Mais comme F est dans W, sa valeur en pi et de moins pi, c'est la même, et puisque CH est pair, et c'est un élément aussi de W. Alors, CH de moins pi est égal à CH de pi, si bien que cette relation-là donne 0. Ainsi, le produit scalaire de SH avec tout élément F de W est nul. Et donc, F appartient à W orthogonal. La deuxième partie de la question numéro 4, c'est montrer que la famille des Gn, c'est-à-dire ce que j'ai noté S, cette famille de ces Gn, je rappelle la définition des Gn, voici les Gn, et cet ensemble des Gn, la famille des Gn, lorsque n décrit Z, je montre maintenant que ce n'est pas une base orthonormale, n'est pas une base hilbertienne, grâce à ce résultat. Bon, alors, on a montré que G appartient à W orthogonal.
D'autre part, on a S est inclus dans W. Qu'est-ce que ça veut dire S est inclus dans W? Ça veut dire que pour ce Gn, la valeur en pi et au moins pi, c'est la même. En effet, exponentielle INP, c'est moins à la puissance n, et exponentielle moins INP, c'est moins à la puissance n. Donc, cette fonction prend la même valeur en pi et moins pi. Et donc, c'est un élément de W. Et par conséquent, S est inclus dans W. Bien. S est inclus dans W. Car ceci. Très bien. Alors, quand j'applique l'orthogonale, l'inclusion s'inverse. Donc, c'est W orthogonal qui est inclus dans S orthogonal. Et comme W orthogonal contient au moins un élément non nul, donc S orthogonal n'est pas réduit à 0. Et comme il n'est pas réduit à 0, par la contraposée de cette implication, S n'est pas totale. Et comme elle n'est pas totale, ce n'est pas une base hilbertienne. Ce n'est pas une base orthonormale. Car une base orthonormale, qu'on appelle aussi base hilbertienne, est une famille qui est orthonormale totale. Total, ça veut dire que l'espace engendré par ce S, l'espace engendré par S, est dense dans l'espace en question. Donc ici, S n'est pas une famille hilbertienne. Qu'est-ce qui lui manque? Elle n'est pas totale. S n'est pas totale dans l'espace C1 de l'intervalle moins pi, pi vers C. On sait qu'elle est orthonormale, mais ce n'est pas une base parce qu'elle n'est pas totale, car si elle était totale, son orthogonale serait réduit à 0, ce qui n'est pas le cas ici. Merci de votre attention pour voir la solution et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance, Inch'Allah, où je donnerai la solution de 2 exercices intéressants. Alors, dans l'espace L2 des suites de nombres complexes de carrés sommables, avec ce produit scalaire que nous avons déjà étudié, voici un sous-espace défini ainsi. Montrer que c'est un sous-espace vectoriel fermé et déterminer son orthogonale. Et pour x appartenant à L2, calculer la projection orthogonale de x sur l'orthogonale de V. Ça, c'est un exercice très intéressant. Et dans la deuxième question, nous allons étudier le produit, l'espace quotient d'un espace vectoriel sur F, où F est un sous-espace vectoriel de ce E qui est fermé, en définissant d'abord une norme sur E sur F. Première question, montrer que c'est bien une norme sur cet espace, où on va vous expliquer la structure de cet espace, c'est-à-dire l'addition et la multiplication externe. Et ensuite, montrer que E est un espace de Banach si on suppose, que si E est un espace de Banach, alors E sur F est aussi un espace de Banach. Voilà, vous voyez deux exercices intéressants que nous allons voir la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.